on regarde les matrices de rang R. On va prendre des matrices même rectangulaires, hein, ici. Donc, petite m', n colonnes, et puis on est sur un corps K, et on va dire que le cardinal de K sera Q, et on peut imaginer que c'est un nombre premier. Je vous rappelle quelques petits résultats, oui, parce que quand K c'est Z sur PZ, on sait que Z sur PZ est un corps. Tous les corps finis ne sont pas sous cette forme, mais voilà, on appelle ça Q. Alors maintenant, on rappelle quelques résultats. D'abord, on avait compté le nombre de bases sur des bases 2, on va mettre 2 Kn, et il y en a Qn-1, c'est-à-dire on commence par un élément de K puissance n de l'espace vectoriel Kn, mais qui n'est pas nul, et on va compléter cette partie libre, puisque c'est un élément non nul, par une base, en prenant d'abord un élément de Kn qui n'est pas sur la droite, engendré par le premier élément, puis un élément qui n'est pas sur le plan, donc il y en a Q2, engendré par les deux autres, etc. Et on va jusqu'à Qn moins Qn-1. Ce nombre-là, on l'a appelé G indice n, et G indice n, c'est aussi forcément l'ordre, ou le cardinal si vous préférez, de GLN de K, puisque si on voit les inversibles comme des matrices de passage de GLN, eh ben, on voit que GLN compte le nombre le cardinal de GLN compte le nombre de bases. Voilà. Alors maintenant, avec ça, on va en préliminaire compter. On va compter le nombre de sous-espaces. Donc on va appeler GR KN égale, alors ça s'appelle la grassmannienne, les sous-espaces de K puissance n, donc ce sont des sous-espaces, hein, et qui sont de dimension K. Alors ça, on le fait avec des groupes, hein, et comment on fait? Donc on commence à avoir l'habitude, hein, ici on fait agir GLN de K, c'est un groupe, c'est le groupe des matrices inversibles qui agit sur cette grassmannienne par à G et puis à F, on associe l'image directe G de F. C'est toujours la même chose, on a des actions qui sont naturelles, hein. On regarde l'image de l'espace par l'automorphisme. Alors maintenant, oui, ça va rester un sous-espace, évidemment, et comme ça, comme GL, c'est des éléments inversibles, la dimension, elle est conservée, on a toujours la dimension égale à K, donc c'est bien défini, hein, et puis ça fait bien une action. Donc maintenant, comment ça va nous servir? D'abord, l'action est transitive. Ça veut dire que GR de Kn, c'est une seule orbite. D'accord? Alors pourquoi c'est vrai? Pourquoi l'action est transitive, hein, donc on prend deux sous-espaces, F et F', et il faut trouver ici un G qui envoie F sur F', sachant qu'ils ont la même dimension. Alors, c'est toujours les mêmes choses. La transitivité dans le linéaire, c'est souvent lié, ou dans la fine, hein, à des problèmes de théorème fondamental. Donc, il faut l'existence d'un élément qui fait passer de là vers là.
Et c'est souvent le théorème fondamental de l'algèbre linéaire, ou de l'algèbre affine, ou de l'algèbre, ce que vous voulez, qui va jouer là-dedans. On part d'une base E1, EK de F, et d'une base E'1, E'K de F', et on a le théorème de la base incomplète qui nous permet de compléter ici en une base. Donc ça c'est le théorème de la base incomplète. Ici pareil, le théorème de la base incomplète nous permet de compléter en une base de Kn. Et maintenant, le théorème fondamental de l'algèbre linéaire nous permet de dire qu'il existe un G. On a unicité là maintenant, mais on n'en avait pas besoin de temps. Et on a ce G qui va envoyer cette base sur cette base. Donc cette base de F sur cette base de F. Et donc G de F est bien égal à F', comme vous voulez, la transitivité. Maintenant, il reste à voir, pour pouvoir calculer le cardinal GRKN. D'accord? On veut calculer ce cardinal-là. Et ben, ça devient le cardinal d'une orbite. Et donc, ça devient le cardinal de GLN de K, qu'on sait calculer, sur le cardinal du stabilisateur d'un élément qu'on a bien choisi. Hein, donc ça va être un espèce de F0, ça va être un sous-espace bien choisi là-dedans pour que le calcul de ce stabilisateur soit le plus facile possible. C'est ce qu'on appelle les éléments de forme normale, éléments de forme normale dans une orbite. Voilà, alors maintenant on continue. Quel est le stabilisateur? D'abord, qu'est-ce qu'on va choisir comme élément de forme normale? Eh bien, on va dire qu'on a une base canonique de K puissance n. Cette base canonique, c'est, on va encore reprendre les mêmes notations, hein, E1, En, d'accord? Et F0, par définition, ça va être le sous-espace engendré par E1 jusqu'à EK. Donc ça va bien être un sous-espace de dimension K. Et lui, il va être parfait parce que qu'est-ce que ça va être le stabilisateur de F0? Ça va être l'ensemble des matrices de la forme. Et ben, comme ça va stabiliser le sous-espace F0, ça veut dire que dans la base canonique, puisque les matrices, elles s'écrivent dans la base canonique, ici on va avoir E1 jusqu'à EK, ici on va avoir EK plus 1 jusqu'à En, et là on veut stabiliser F0, donc ici on veut avoir 0 là. D'accord? Donc, bon, je vais effacer ici. Alors, maintenant, ça y est, on a stabilisé F0, c'est fait, et ici, on a ce qu'on veut. Alors, pas tout à fait ce qu'on veut, parce que ce ne sont pas des matrices quelconques, ce sont des matrices inversibles. On est dans GLN de K. Voilà. Donc, pour la réciproque, il faut bien voir que ça doit être inversible. Donc, vous connaissez le calcul du déterminant par bloc. Hein, le déterminant doit être non nul pour être inversible. Et le déterminant par bloc, c'est le produit des blocs diagonaux. Donc, ça veut dire que tout ça, ça doit être non nul. Ici, on va avoir du GLN de K. Et ici, on va avoir forcément du GLN n-K. Ici, on a une matrice rectangulaire, K n-K. Et donc, quel est le cardinal? Donc ici, c'est l'ensemble de ces matrices-là. Donc, quel est le cardinal du stabilisateur? Eh bien, on l'a dit, c'est G indice K, puisqu'on avait dit qu'on appelait ce cardinal G indice K, fois G indice n-K, fois, eh ben, faut compter combien on a de matrices. Là, on a quartier libre, hein. Donc, chaque fois, d'accord, on a
combien d'emplacements? On a k facteur de n-k, c'est un rectangle, emplacement, donc c'est q facteur de k n-k. Voilà, on va pouvoir donner le cardinal de la Grassmannienne, et le cardinal de la Grassmannienne, c'est donc Gn sur Gk, Gn-k, Q, K, N-k. Maintenant, on va travailler un petit peu sur cette formule. Ici, je peux mettre un certain Q en facteur, Q, Q2, Qn-1. Donc ici, je vais avoir un certain facteur. Je vais mettre un petit triangle, d'accord? Ça veut dire que c'est un nombre triangulaire. Vous commencez par 1, puis 2, jusqu'à n-1. Et il va rester Qn-1, Qn-1, moins 1, une fois que j'ai mis en facteur Q, et jusqu'à Q-1. Voilà. Ici, pareil, je peux mettre un petit triangle en facteur. Ici, un petit triangle en facteur. Et ici, vous avez un rectangle. D'accord? Après, vous avez des choses qui vont rester, qui vont être l'analogue de ça. D'accord? Donc, je ne vais pas avoir la place de l'écrire, mais je vous laisse l'imaginer. Donc, c'est la même chose avec un K, et la même chose que ça avec un N-K. Bon, maintenant, là où je veux insister, c'est que ce triangle-là, c'est un triangle comme ceci. Ce triangle-là, ça va être le triangle où on a commencé jusqu'à K. Et ce triangle-là, c'est N-K, il va être ici. Et ce rectangle-là, c'est ce rectangle. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on va faire ça, moins ça, moins ça, moins ça, ça va faire 0. Hein, voilà, hein, c'est quelque chose d'assez agréable. Je pense que c'est pour ça que les anciens, ils disaient, on regarde A au carré, A au cube. C'était une façon de continuer à faire de la géométrie, de penser géométriquement des choses qui étaient des calculs, de faire des calculs pratiquement. Alors ici, je vais essayer de dire les choses comme ça. Alors, c'est Qn-1, Qn-1, moins 1, jusqu'à Q-1. Et là, je vais mettre Qk-1, Qk-1, moins 1, jusqu'à Q-1. Et Qn-k, moins 1, pareil, hein, jusqu'à Q-1. Et ça, vous pensez forcément à des formules de combinatoire. Donc, dans la combinatoire, effectivement, hein, quand on a commencé à faire de la combinatoire qu'on fait en lycée, hein, on regarde des ensembles à m éléments, des sous-ensembles à m éléments, dans des ensembles à n éléments. Et là, on est en train de regarder les sous-espaces vectoriels de dimension k, on va dire, dans des espaces de dimension n. D'accord? Donc c'est très très analogue, et c'est logique qu'on ait à peu près le même type de résultat, sauf qu'il y a un cardinal de corps au milieu de ça. C'est pour ça que ça va prendre cette forme-là, donc ici on l'appelle n, et là k. Et on rappelle que c'est indiscu, donc on le met entre crochets au lieu de le mettre entre parenthèses, donc c'est k parmi n, donc c'est des coefficients binomiaux quantiques. On a montré que le nombre de sous-espaces de dimension k dans un espace de dimension n sur un corps de cardinal k était égal à un certain nkq. Et on peut déjà disserter un petit peu là-dessus. Vous remarquez que c'est aussi égal, comme pour la combinatoire classique, hein, avec les nombres binomiaux, c'est égal, c'est symétrique.
c'est égal à n-k q, hein, d'accord? Parce que ici, on a un qn-1 jusqu'à q-1 sur qk-1 jusqu'à q-1 fois qn-k-1 jusqu'à q-1, voilà. Et en fait, quand on change k en n-k, dans les dénominateurs, il y a un changement, mais ça commute et ça donne exactement le même nombre. Alors, cette égalité des nombres, pourquoi elle est vraie? Bah oui, parce que en fait, c'est l'idée de l'orthogonalité. Quand il y a une égalité de nombres qui représente des cardinaux, ça veut dire qu'il y a des bijections derrière. Cette bijection, c'est le fait que on a parmi les sous-espaces vectoriels de dimension k, alors on va dire, ici on va mettre sur les sous-espaces vectoriels de E, je vais l'écrire comme ça, hein. Donc ça, on prend un espace E, et on regarde ces sous-espaces vectoriels de dimension k. Et on va dans n-k, mais pas de E, on va aller dans le dual E étoile. Et là, vous savez qu'à F, on lui associe F orthogonal, d'accord, qui est bien de dimension n-k, d'accord, voilà. Et donc ça, l'orthogonalité, c'est une involution, c'est-à-dire que si on veut retrouver F, il faut reprendre l'orthogonale. Et donc, ici, on a une bijection, et c'est cette bijection qui explique cette égalité. Vous voyez, c'est ça qui est derrière. Donc, voilà, ça fait partie du plaisir de la combinatoire quantique, c'est-à-dire de calculer des choses qui sont purement combinatoires, et d'essayer de deviner à quel point ces choses sont les ombres de quelque chose qui se passe dans les structures, hein, parce que bon, ça c'est des nombres, c'est un peu bon, d'accord, il y a une addition, il y a une multiplication, mais c'est quand même assez déstructuré. Alors que là, il y a beaucoup plus de structures. Alors, il y a une structure d'espace vectoriel, il y a des sous-espaces vectoriels, il y a la dualité, etc. Il y a une certaine structure, une certaine rigidité et quelque chose de et le fait que derrière ces égalités, on puisse deviner des choses plus profondes. C'est un jeu assez intéressant de la combinatoire. Voilà. Maintenant, on va regarder l'espace des matrices MMN de K et dedans l'ensemble des matrices de rang R. En fait, pour les matrices de rang R, le théorème qui est le théorème principal à la fois d'algèbre linéaire et de théorie des groupes, c'est que on a une action de GLM de K, croix GLN de K, il agit sur M, M, N de K. Alors, comment? Ici, on prend une matrice P inversible de taille M, Q inversible de taille N. On prend une matrice A de taille Mn et on vérifie. Bon, à gauche, ça va être lié aux lignes, c'est pour ça qu'il y a le M là et le M là. Et à droite, ça va être lié aux colonnes. Si je laisse ça comme ça, effectivement, je tombe sur une matrice, mais je ne tombe pas sur une action. C'est-à-dire que vous allez voir que... Alors ici, ça c'est un groupe. Donc ça, j'en ai pas parlé, mais ça c'est bien un groupe pour la multiplication. Hein, P1, Q1 fois P2, Q2 est égal à P1, P2, Q1, Q2. D'accord? On vérifie que c'est bien un groupe, ça s'appelle le produit direct de ces deux groupes-là. Et quand on va regarder l'élément neutre du groupe, ben c'est l'identité de M, l'identité de N, évidemment, vous en doutez. Maintenant, quand on va regarder cette action-là, on va voir que c'est pas une bonne action. Le premier axiome
c'est-à-dire que l'identité .x égale x, ça va marcher, mais le deuxième, ça va pas marcher. Le fait que g', .g, .x égale g', .x, malheureusement, ça va pas marcher. À gauche, ça va marcher, mais à droite, ça va pas marcher. Par contre, si on met -1 ici, et je peux le faire parce que c'est inversible, alors ça va compenser l'erreur et ça va donner une véritable action. Bon. Alors maintenant, voilà, on a donc bien une action de ce groupe, qui est bien un groupe, sur là-dessus. Et maintenant, quelles sont ces orbites? Ben, c'est encore un théorème qui est bien connu, donc qui dit que... alors oui, j'ai oublié de vous dire que cette action s'appelait l'action de Steinitz, et cette action de Steinitz, elle est derrière le théorème. Donc maintenant, regardez le théorème, deux matrices sont équivalentes, je vous rappelle, si et seulement si elles ont même rang. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Alors, équivalente, ça veut dire que il existe P et Q là-dedans, donc A et B sont équivalentes, si B peut s'écrire comme ceci. Alors, qu'on mette le -1 ou pas, ça revient au même. Quitte à changer Q en son inverse, on peut se ramener à Q égale -1. Donc, deux matrices sont équivalentes, si et seulement si elles ont même rang. Donc, A et B, deux matrices là-dedans, sont équivalentes, si et seulement si le rang est égal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dit autrement, donc c'est une façon alternative de dire les choses, c'est que comment dire, A et B sont dans la même orbite, pour l'action de Steinitz, d'accord? Donc, c'est-à-dire que il existe P et Q tel que ça va être égal à B, donc ça va être égal à B, voilà, c'est la même orbite, si et seulement si le rang de A est égal au rang de B. Alors, on a vu que un groupe, quand il agissait, c'était une machine à partitionner l'ensemble ici. Quelles sont les partitions? C'est les partitions par le rang. Donc, les orbites, ça veut dire, une autre façon de dire, donc les orbites de l'action de Steinitz sont classifiées par le rang. Voilà. Alors, maintenant, ça veut dire que une orbite, on va pouvoir dire que on va appeler les orbites O indice R, et maintenant, c'est quand on veut calculer les matrices de rang R, le cardinal de l'ensemble des matrices de rang R, ça va être tout simplement le cardinal de ce groupe-là, GLM de K croix GLN de K, sur le stabilisateur d'une matrice qui va avoir une forme normale, une forme qu'on aime bien, et qu'on va donner tout de suite. Je vous laisse l'imaginer. Voilà. Maintenant, quelle est la matrice de rang R qui va être la plus simple, d'accord, à manipuler? On la connaît, c'est la matrice que je vais appeler I indice R, avec R1 sur la diagonale. Alors c'est des matrices rectangulaires, hein, donc je parle de la diagonale, c'est pas une vraie diagonale, ça n'existe pas hein, ici. Donc ici on va avoir une diagonale qui part de en haut à gauche, et le reste je vais mettre des zéros, et ici je vais mettre R1 pour qu'elle soit bien de rang R. Donc c'est intéressant de la mettre par bloc. Ici, bon, je
je devrais l'appeler IR MN, d'accord, parce qu'elle est de taille, et ici c'est la matrice carrée IR, 0, 0, 0. Donc, c'est ça dont on va chercher le stabilisateur, parce que c'est la plus simple. Et donc, on va chercher le stabilisateur, donc on va chercher des matrices P et Q qui stabilisent cette matrice-là. Et qui sont dans le groupe, ici, donc avec P inversible, Q inversible. En fait, ça va se faire un petit peu en deux temps. Un premier temps, on va chercher à résoudre cette équation, et un deuxième temps, où on va restreindre, comme on avait fait tout à l'heure avec les grassmanniennes, on va regarder juste les éléments inversibles. Alors, bon, c'est un calcul qu'on va peut-être abréger, mais il faut que P, I, alors P, alors justement, comme I, cette matrice s'écrit très bien comme ça, je vais l'écrire déjà par bloc. P, je la cherche par bloc, A, B, C, D, et Q, je la cherche par bloc aussi, A', B', C', D'. Alors, quel bloc? Les blocs qui vont aller avec ça. C'est-à-dire que A est une matrice de taille R, D est une matrice de taille carrée, hein, A et D sont carrés, de taille M moins R, ça c'est de taille R, ça c'est de taille N moins R, et ça c'est les rectangles qui vont rester. Donc ici il y a moins 1 égale IR 0, 0, 0. Alors ça, je vais vous imaginez que c'est monstrueux à calculer, ce moins 1. Je vais tout de suite le passer de l'autre côté. Et ici, je vais écrire ça, IR 0, 0, 0 égale IR 0, 0, 0. A', B', C', D'. Alors, je vous laisse faire ce calcul. Là maintenant, tout est prêt pour que vous le fassiez vous-même. Il faut développer par ce qu'on appelle le calcul par bloc. Et en fait, vous allez tomber sur A égale, donc A' égale A égale A', quand vous allez identifier. B égale 0. Et puis, c'est-à-dire que cette matrice va être diagonale, triangulaire par bloc. Supérieur, et C' égale 0, c'est-à-dire que cette matrice-là, la matrice Q, est triangulaire par bloc, mais cette fois-ci inférieure. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à regarder les conditions d'inversibilité, mais étant donné qu'on a un 0 là, la condition d'inversibilité revient à dire que les blocs, ici, encore une fois, hein, comme tout à l'heure, sont inversibles. Donc ici, il va falloir que ce soit inversible, inversible, inversible. Donc, on conclut que le stabilisateur, ici, on va avoir A, c'est GR. Ensuite, D, c'est G, M, moins R. Ensuite, C c'est quartier libre, on a dit. C'est Q puissance. Alors, combien on a? Des lignes, on en a R. Et des colonnes, on en a M moins R. Ensuite, A', il est déjà fixé, puisque A égale A', donc rien du tout. D'accord? D', c'est G puissance N moins R, c'est un bloc diagonal, d'accord, de taille N moins R. Et puis, ensuite, il nous reste B', qui est de taille, c'est un rectangle, quartier libre. Ah oui, donc je vais peut-être oublier de dire que comme C' était égal à 0,
c'est exactement pareil qu'ici, hein. Comme C' est égal à 0, A' et D' doivent être inversibles par le déterminant par bloc. Et maintenant B', ça va être n-r pour les lignes et r pour les colonnes. Voilà, on a le cardinal du stabilisateur. Donc, reprenons. Les matrices de rang R forment une seule orbite pour l'action de Steinitz à cause du théorème qui dit que deux matrices sont de même rang si et seulement si elles sont équivalentes. Du coup, ça nous permet de calculer le cardinal de l'ensemble des matrices de rang R à partir du groupe qui agit et du stabilisateur d'un élément de forme normale et qu'on vient de calculer. Donc maintenant, ce groupe-là, eh ben, c'est le groupe produit, donc le cardinal c'est le produit, c'est Gm fois Gn, ce qu'on a appelé ça. Et ici, on va avoir, alors on va essayer, on avait trouvé G indice petit r, G indice m moins r, Q puissance r m moins r, ensuite G indice n-r et Q puissance n-r r. Voilà. Donc, en théorie, on a trouvé le résultat. Vu comme ça a l'air d'être une fraction rationnelle en Q, hein, puisque ça c'était des polynômes, les G c'était des polynômes en Q. En fait, il y a des tas de simplifications, un petit peu comme dans la combinatoire classique, hein, quand vous prenez factoriel n sur factoriel k, factoriel n moins k, ça a l'air d'être un rationnel, mais en fait ça se simplifie et c'est un nombre entier. Là c'est pareil, c'est à la fin on va trouver un polynôme, hein, c'est assez intéressant. Mais maintenant, plus intéressant que ça, plus intéressant, c'est que OR, regardez, je vais faire une petite astuce. Juste, je vais mettre Gm sur Gr, Gm-r, Qr, facteur de m-r. Et je vais faire apparaître ici Gn sur, alors il n'y a pas Gr, donc je divise quand même par Gr pour la symétrie de la formule, hein, donc je crée une symétrie artificielle, ici j'ai G n-r, Q n-r facteur de R, voilà, et multiplié par Gr pour compenser la symétrie artificielle que j'avais créée. Alors, si on doit regarder par rapport à ce qu'on a dit juste tout à l'heure, bah, ça veut dire que OR, c'est le cardinal de la grassmannienne. Ça ici, on avait vu que c'était la grassmannienne RM. Ça, c'est la grassmannienne. Bah, vu comment c'est présenté, je pourrais mettre R, N, mais je vais mettre N moins R, N, 2K, hein, et fois GR. Voilà une formule assez jolie qu'on va essayer de faire parler. Voilà la formule donc du nombre de matrices de rang R dans Mn de K. Mais cette formule est trop jolie pour rester comme ça muette. Et c'est la partie probablement la plus intéressante de la combinatoire quantique, c'est-à-dire de voir une formule et d'essayer de la faire parler. C'est-à-dire que ça, c'est comme des indices, hein, dans une affaire policière, et essayer de reconstituer les faits à partir de traces et de petits indices comme des petits cailloux que le petit poussé aurait laissés, et essayer de faire parler et puis de reconstituer une situation plus réelle. Voilà, le héros est en train d'arriver. Alors, maintenant, on va
se dire que c'est quoi ça? Ça, c'était des matrices. Mais des matrices, derrière la matrice se cache une application linéaire. Donc ici, c'est une application linéaire de rang R. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un sous-espace. Alors, elle est de rang R, c'est une application linéaire, excusez-moi. Donc de Kn, donc on part des colonnes et on arrive sur les lignes. Hein, donc c'est de Kn dans Km. D'accord? Là, on a un sous-espace de Km. Là, on a la grassmannienne ici. Donc ici, un sous-espace de Km de dimension R. Ici, on a un sous-espace de Kn de dimension n-r. Voilà, hein, d'accord? Si on essaye de faire parler tous ces objets, voilà ce qu'ils disent. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Lui, c'est un automorphisme, c'est un automorphisme de Kr. D'accord? Voilà, ils ont tout dit. Maintenant, il faut réfléchir. Comment, à partir d'une application linéaire, une égalité, d'accord, c'est une bijection. On n'a pas fait parler l'égalité. L'égalité, ici, c'est une bijection. Alors, ça veut dire qu'il y a une bijection entre des applications linéaires de rang R, de Kn vers Km, avec un triplet constitué d'un sous-espace de dimension R, d'un sous-espace de Kn de dimension n-r et d'un automorphisme de Kr. Eh bien, oui. Allons-y. On a une application ici qu'on va appeler phi. Elle est de rang R. Qu'est-ce qu'on va lui associer? Ici, forcément, l'image de phi, qui est bien un sous-espace de Km, c'est-à-dire l'image, de dimension R. Là, vous avez compris la formule du rang. D'accord? La formule du rang nous dit que le noyau de phi, d'accord, est de dimension n-r, c'est un sous-espace de Kn de l'espace image. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cet automorphisme? En fait, si vous cherchez un automorphisme, vous n'allez pas forcément le trouver facilement. En revanche, ce qui est naturel, c'est que à phi, on associe un isomorphisme qu'on appelle l'isomorphisme canonique, ça vous l'avez vu assez souvent, qui va de l'espace d'arrivée, de départ quotienté par le noyau vers im de phi. Et ça, c'est bien de dimension R, et ça, de dimension R. Et c'est un isomorphisme. Donc, en fait, c'est pas un automorphisme qu'on avait là, mais c'était un isomorphisme d'un espace de dimension R dans un espace de dimension R. Ce qui revient finalement à compter des automorphismes, puisque ça revient à compter des bases. Voilà. Alors, ça veut dire qu'on a ici une bijection. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, effectivement, c'est une bijection? Déjà, c'est bien défini. Phi, on peut lui associer son image, son noyau et son isomorphisme canonique associé. Oui, ça c'est par passage au quotient. Hein, donc ça, finalement, c'est l'image, le noyau, le passage au quotient. D'accord? Et l'isomorphisme canonique. Maintenant, est-ce qu'on peut retrouver phi à partir de la donnée quelconque de ces objets-là? Oui, parce que vous prenez ici, vous voulez retrouver, je l'appelle E, je ne sais pas pourquoi, en fait, vous partez de Kn, vous allez dans Km, et ici, vous avez le noyau, donc vous avez le quotient,
Donc ça, c'est bien défini parce que vous avez le noyau. Donc cette application pi, elle est bien définie. Là, ici, vous avez l'image. Donc vous avez cette application-là, donc celle-là qui est surjective, celle-là que j'indique comme ça qui est injective. Et vous avez cet isomorphisme. Ça, vous l'avez. Alors donc là, pour l'instant, je le mets en pointillé parce que je ne l'ai pas encore. Hein. Donc ça, vous l'avez. Ici, j'ai iota. Et phi, qu'est-ce que c'est? C'est iota, rond, phi bar, rond, pi. Donc ça y est, j'ai phi, j'ai retrouvé phi à partir de ces trois données. Donc en fait, cette histoire-là raconte juste l'isomorphisme canonique. Alors, encore une dernière histoire autour de cette formule. On peut se poser la question, combien y a-t-il d'applications, donc le cardinal, de l'ensemble des applications injectives, linéaires, hein, évidemment, de K, on avait dit N, vers Km. Après, on fera pareil avec surjective. Donc, en fait, une application linéaire va être injective. Déjà, pour que ce soit non vide, il faut que N soit inférieur à M. D'accord? Et ensuite, injective de N vers M, si et seulement si elle est de son noyau. Phi injective, si et seulement si son noyau est nul. Donc si et seulement si son rang, c'est N. D'accord? Donc on est en train de chercher le cardinal de ON. Et le cardinal de ON, donc ça va être la grassmannienne GRNM fois la grassmannienne GR0N fois GN. Et ça, les sous-espaces de dimension 0, il n'y en a qu'un, c'est le vecteur nul. Hein. Donc ici, ça fait GRNM fois petit gn. Voilà le truc. Maintenant, si on fait pareil avec les applications surjectives, alors je vais encore supposer n inférieur à m, et donc je vais changer n en m, ici. Alors il faudra faire attention pour changer la formule, pour garder le n inférieur à m, comme ça n et m ont le même sens, et phi est surjective. Donc ici, il faut bien sûr que n soit inférieur à m pour avoir quelque chose de non nul, et phi est surjective si et seulement si le rang de phi est égal à m. Est égal à n. Pardon. Voilà. Et donc, on recalcule au n, et on a la grassmannienne GRNM fois, toujours pareil, 1 fois GN. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre la même formule, c'est-à-dire qu'il y a autant d'applications injectives d'un espace de dimension n vers un espace de dimension m que d'applications surjectives d'un espace de dimension m vers un espace de dimension n. Alors je vous laisse juste réfléchir, puisque c'est ça le vrai jeu, c'est que quand on voit comme ça des égalités, qu'est-ce qu'elles veulent dire derrière? Tout à l'heure, il y avait l'orthogonalité, là, c'est ce qu'on appelle, c'est encore la dualité, c'est ce qu'on appelle la transposée. C'est-à-dire qu'on a une application, quand on va à des applications linéaires de E dans F, et
on peut aller des applications linéaires de F étoile dans E étoile, qui à phi associe ce qu'on appelle la transposée. D'accord? Donc, la transposée, hein, elle est de phi à une forme linéaire. Ça va associer donc à une forme linéaire U. On va associer U rond phi. Voilà. Donc ça c'est phi transposé. Et ça, il se trouve que cette transposée, c'est encore une involution, comme l'orthogonalité, et ça va établir ici un isomorphisme, là ici. Et si ici on a quelque chose d'injectif, on sait que ça transforme le noyau en l'image, etc., etc. Et on sait que ça transforme l'injectivité en surjectivité. C'est-à-dire que toute application injective, on lui associe de façon bijective, par une bijection, une application surjective et inversement. Donc il y a autant d'injections que de surjections. Donc cette égalité vient juste de la dualité. D'ailleurs, si vous regardez ça, cette fois-ci dans la théorie des ensembles, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de dualité en tout cas pas cette dualité-là dans la théorie des ensembles. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le nombre d'injectifs, d'accord, vous avez ce qu'on appelle des arrangements, hein, le nombre d'applications injectives d'un ensemble à, on va dire, n éléments vers un ensemble à m éléments, c'est les arrangements de n éléments dans n éléments. Donc ça, c'est une formule très très classique. Maintenant, le nombre de surjections, ça se fait avec la formule du crible. C'est une formule nettement moins classique, beaucoup plus impliquée, beaucoup plus difficile, et c'est pas égal, c'est pas la même chose. Alors que là, on a l'égalité dans le cadre ici des espaces vectoriels. Moralité, dans les espaces vectoriels, il y a une dualité. Ça vaut le coup d'aller dans les espaces vectoriels, même si on a des problèmes dans les ensembles, d'accord, d'aller se balader dans les espaces vectoriels, on récupère une dualité qu'on n'avait pas dans les ensembles.